Let's go pour un nouvel épisode de Slash Design, le podcast du laptop. C'est le 4e épisode et vu la date, vous l'aurez deviné, certainement le dernier de l'année. Sinon, ça va être compliqué. C'est un peu notre cadeau de Noël pour vous, les designers. Une heure d'échange avec des passionnés sur une pratique du design. Pour mener à bien cette mission, je suis très heureux d'avoir à côté de moi Asselin Joanneau. Bonsoir. Bonsoir Asselin. Tu es designer et formateur au laptop. C'est ça, exactement. Je ne me trompe pas. Et si tu as accepté de m'accompagner, ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas par hasard, Asselin, c'est le thème du jour qui t'intéresse plus qu'un peu, on va dire, c'est un peu ton quotidien. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis designer UX. Les gens qui fréquentent le laptop m'ont peut-être vu en formation ici, là, dans cette salle. Et donc, depuis quelques temps, effectivement, je m'oriente vers l'innovation et surtout la prospective par le design, et donc le design fiction. Design fiction, tu as lancé le terme, et c'est évidemment le mot que vous allez entendre l'expression le plus pendant la prochaine heure. Il est temps d'entendre les 12 voix de nos invités que je vous présente. Bonjour Léa Lipera. Oui, bonjour Ambroise. T'as vu, hein, je mets le nom de famille et tout, c'est très formel. C'est nickel. Voilà, tu es designer au sein de Design Friction. Et à côté de toi, tu as Ivan Pecic. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ivan. Tu es analyste politique au sein de l'agence Vraiment Vraiment. 2 fois, vraiment. Et on ferme ce moment de présentation et on attaque dans le dur. Personnellement, le design fiction, c'est la pratique qui me fascine le plus dans le design. Peut-être parce que c'est celle où les résultats sont les plus imaginatifs, les plus créatifs, notamment avec des personnes qui ont pourtant rangé leur pouvoir d'imagination en même temps que leur crayon de couleur dans leur trousse d'écolier. Avant de parler de l'avenir de cette pratique et de cet outil, j'aimerais, Asselin, que tu poses les bases. Est-ce que tu peux nous donner une définition qui serait un peu notre socle commun, notre définition commune pour la suite ? Là, comme ça, en une phrase. Ouais, en une phrase ou on va te donner peut-être 2 phrases, voire beaucoup plus. C'est toi qui le gères. D'accord, ok. J'ai quelques minutes quand même. Oui, c'est ta chronique, t'as tout ton temps, c'est ton moment de parole. Oui, c'est un sujet qui est effectivement est en vogue, mais qui est quand même encore un sujet de niche. Quand on parle de design fiction avec les gens, ils nous demandent encore quel est le rapport avec la décoration et avec l'esthétique. C'est pas encore un sujet totalement mainstream. Il y a un terme ou un concept ou une idée qui est quand même qui elle est très mobilise énormément l'attention, c'est celle du futur, pour une raison simple, c'est que nos certitudes ont été fragilisées de manière très rapide avec les crises récentes, et le futur est devenu donc un sujet de préoccupation majeure, auquel tout le monde se met à s'intéresser de différentes façons. Alors j'avoue que moi, dans mon travail, ça a d'abord été une source d'aléas, comment un imprévu peut venir perturber un projet. Et puis j'ai compris qu'anticiper, ça relevait complètement du design et qu'on ne formulait pas les choses de la même façon que le faisaient les consultants, les prospectivistes, etc. Donc j'ai commencé à utiliser le design fiction comme une pratique de cartographie des futurs possibles. C'est peut-être une définition, je pourrais m'arrêter là. Oui, tu vas continuer. Mais je vais continuer un peu. Voilà. Alors le terme design fiction, il a été forgé en 2009 par Bruce Sterling et Julian Beaker, en référence bien sûr à la science-fiction. Que fait la SF ? Elle pousse les curseurs scientifiques, technologiques, et elle voit ce que ça raconte, ce que ça donne. Donc, par exemple, que se passerait-il si une bête monstrueuse émergeait des fonds marins pour perturber l'ordre mécanique de la société, ou si une communauté humaine dotée d'un puissant outil de prédiction décidait d'organiser son propre effondrement par anticipation ? Je pense que tout le monde a la référence. Il y a quelques points pour les gens qui vont deviner. Le design fiction, c'est une nébuleuse d'ancêtres en provenance de la futurologie, du design critique, du design spéculatif, et ça couvre en fait plusieurs formes de pratiques. Il n'y a pas une méthode figée, on pourrait dire c'est plutôt une indiscipline du design. En revanche, elle a un lieu commun, comment mobiliser nos imaginaires pour transformer nos représentations de l'avenir. Le prospectiviste Gaston Berger disait que demain est moins à découvrir qu'à inventer, et en tentant de donner une forme au futur possible, les designers saisissent une chance d'en favoriser les versions préférables, souhaitables.
Je vais donner quelques exemples ou quelques références pour que ça prenne un peu corps. En 2003, les Yes Men publient une fausse édition du New York Times où ils annoncent la fin de la guerre en Irak. Leur prototype ou leur provotype vient enrichir un débat sur le sujet de la guerre qu'on avait déclenché sans savoir exactement comment on allait y mettre fin. On voit ici que le design fiction ne fait pas que parler du futur, mais qu'il le met aussi à l'épreuve. Il peut aussi servir à passer au révélateur les chemins enfouis dans nos cultures. L'Audiotus Implant, autre exemple, est un étrange prototype de dents connectées créé par James Auger en 2001. Au départ, c'était une tentative d'ironiser sur la miniaturisation des téléphones jusqu'au jour où le magazine Times le présente au grand public comme l'invention la plus cool de 2002, ce qui change légèrement sa destinée. On utilise souvent dans le design fiction la provocation, mais d'autres stratagèmes de mise en perspective existent. Par exemple, quand Near Future Lab redéfinit la carte de Genève en l'adaptant aux véhicules autonomes, ils cherchent pas spécialement à provoquer. Leur idée est plutôt de tirer les fils, de faire une sorte d'anthropologie du futur. L'avenir, donc c'est un sujet équivoque qu'il convient d'explorer avec curiosité aussi en essayant de pas tomber dans un certain nombre de pièges, celui du techno-optimisme qui donne à penser qu'une solution technique existe pour tous les problèmes qui peuvent se présenter à nous et qui fabrique aussi indirectement des aléas moraux pour ne pas agir, et celui du dystopisme avec des guillemets, je crois pas que le terme existe, qui nous pousse à nous délecter des problèmes plutôt que de chercher à agir sur eux ou de les comprendre. Alors c'est en substance ce point de vue critique et autocritique que j'ai retenu de mes échanges avec nos deux invités de ce soir, donc Léa Lipera et Ivan Pejčić, je l'ai bien dit, voilà, que je vais maintenant donc vous présenter. Donc Léa a d'abord fait des études de commerce et travaillé dans le monde de l'entreprise avant de rejoindre un master dédié à l'innovation à Strat. Un parcours proche de celui d'Ivan finalement, qui était publicitaire dans une première vie et qui a suivi le MS Innovation by Design à l'ENSI. Tous deux cherchaient du sens, tous deux ont décidé de bifurquer et ont bifurqué sur des sujets d'intérêt public, design de l'action publique. Dans le monde accéléré des startups où elle a œuvré, Léa a eu parfois le sentiment que se poser des questions, surtout critiques, constituait une perte de temps. C'est ce que tu m'as raconté. Un temps qu'elle a décidé de prendre durant son année de reprise d'études où elle travaille notamment sur le design de l'inutile et où elle rencontre aussi le design fiction. En 2017, elle rejoint le collectif Design Friction. Je me trompe pas, c'est ça ? C'est ça. Les projets auxquels elle a participé avec eux, vous en connaissez sans doute un certain nombre, comme Proto-Policy, Disobedience, Wearable, qui sont des projets qui ont souvent été cités, qui sont des cas qui sont souvent cités. Design Friction on convoque l'étrange, le dérangement, ouvre des zones grises qui deviennent, par appropriation, des espaces de discussion destinés à survivre à l'intervention du designer. Pour Ivan, le déclic a pris la forme d'une fresque du climat qu'il a mis devant les conséquences de notre mode de vie et l'urgence d'agir. Le design fiction, ça a d'abord été pour lui un sujet d'étude à l'ENSI avant de passer aux travaux pratiques en rejoignant vraiment l'agence vraiment en 2021. Donc pour lui, c'était un outil d'exploration. C'est un outil d'exploration dans une démarche de conception des dispositifs publics, qui révèle comment les gens perçoivent les situations et s'y impliquent. Donc c'est plutôt un levier pour comprendre et éclairer la décision. Et Ivan d'ailleurs s'intéresse plutôt aux actions ordinaires et aux faits du quotidien plutôt qu'à la vallée de l'étrange. Chez vraiment, il semble que le design fiction ce soit plutôt un outil de prospective dont on se sert sans forcément le mettre en avant en tant que tel. C'est deux parcours, deux approches. Et voilà, il est temps pour moi de leur laisser la parole. Ça fait quoi alors d'entendre parler de soi à la troisième personne, tout en étant avec des lumières, un plateau, c'est agréable ? Bah, moi j'ai l'impression qu'Asselin a tout dit. Donc on arrête là ? On arrête là. Voilà. Ah non, ça serait trop dommage. On a envie de vous entendre et moi en tout cas j'ai plein de questions. Je nous remets un petit jingle pour plaisir et justement on attaque la première partie de ce podcast. Je
Je me permets une petite aparté. Est-ce que c'est résolu ce problème? Pas trop. Alors voilà, c'est technique, mais c'est pour nos amis qui sont en ligne, il faut qu'ils profitent aussi pleinement du format. Si tu peux essayer sinon sur Livestorm d'utiliser comme source non plus YouTube, notre direct sur YouTube, mais directement du coup la Blackmagic, comme je t'ai montré tout à l'heure, en espérant que ça revienne. Et nous, entre les deux, on va continuer parce que vous avez pas de problème de connexion. Vous êtes connectés à nous en direct, en physique. Comme quoi, des fois, c'est pas plus mal. On n'est pas les VRP du design fiction, loin de là, et on va vous le prouver, parce qu'on a décidé de faire une première partie qui égratine peut-être plutôt le design fiction. On va regarder le côté sombre de la phase du design fiction, en tout cas les parties négatives. Non pas que ça soit un mauvais outil, mais peut-être que quand on l'utilise d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas. C'est une drôle de manière de commencer, mais on va le faire comme ça. Il faut se rappeler déjà que comme tout outil qui attire, une pratique qui attire, eh bien son usage peut être détourné et donner des résultats incertains. D'abord, Léa, pourquoi cet outil déjà attire autant les entreprises, les collectivités, les associations, on va dire le commanditaire? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de faire du design fiction là où sur d'autres pratiques du design, peut-être il y a moins cette spontanéité ou cette attirance qui est là? C'est peut-être lié aux crises là qu'on traverse en ce moment depuis quelques années. Certainement que avec la pandémie qu'on a vécu, les confinements, on s'est rendu compte que le futur pouvait être plus ou moins un choc et qu'il fallait un peu anticiper ces chocs pour mieux s'y préparer. Certainement que ça a dû jouer dans l'argumentaire de se préparer au futur. Imaginer aussi des futurs où on dépasse les crises et on envisage des possibles plus ou moins souhaitables. Donc en soi, j'aime pas trop dire ça, mais peut-être que la crise a profité au design fiction en un sens. Tu ressens aussi cela, Ivan, ce momentum un peu de ce Covid, de ces crises qu'on rencontre, sur lesquelles on a besoin de nouveaux récits en quelque sorte? Ouais, complètement. Après, nous, l'approche est peut-être différente. On vient moins nous solliciter spécifiquement pour du design fiction. En revanche, je souscris totalement au constat qu'aujourd'hui, on est dans une ère de l'incertain. Et il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a surtout beaucoup d'ouverture à faire, de choses nouvelles à imaginer. Et ces disruptions, il faut les envisager, il faut les questionner. Et c'est en ça que c'est un outil qui est profondément puissant. Et c'est pour ces raisons-là qu'on y fait appel. Il y a cette attirance. Vous l'expliquez. Maintenant, cette attirance, souvent, elle est liée aussi à des fantasmes. On imagine que cet outil va faire des choses soit miraculeuses ou autres. Comment vous les formulerez, ces fantasmes pour vous? C'est quoi un client qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'il a comme idéal quand il va faire du design fiction? Qui est peut-être des fois surestimé, Léa? Oui, après, en général, s'ils ont vu un peu les projets qu'on a l'habitude de faire, ils viennent parfois, en tout cas souvent, en connaissance de cause. Après, voilà, on va en parler, mais il y a aussi des choses il faut faire attention à certaines choses quand on se lance dans du design fiction. Et là, on trouvait ça intéressant de parler de ça, un peu comme un niveau méta du design fiction qui encourage aussi à prendre du recul, à faire son autocritique. Et donc là, d'essayer d'aller voir dans comme tu le disais, Ambroise, les dark side qu'il pourrait y avoir, les angles morts, ces zones grises qu'on aime bien explorer, justement par le design fiction, et de faire ça pour la pratique elle-même. Et imaginer, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, suivant qu'on... Un design fiction d'un design fiction. Voilà. Ouais, faisons ça bien. Ce soir. Commençons par ça, en tout cas. Ouais, on peut le tenter. Et justement, quelle partie obscure, toi, tu vois, ou en tout cas, quelle partie où tu te dis, ouais, là, c'est un danger pour une structure parce que peut-être elle a pas cela en mémoire ou elle ne se projette pas assez et elle peut se prendre les pieds dans le tapis. Le premier point, c'est que le design fiction... il n'y a pas de recette magique. En fait, c'est une posture. C'est une posture qui est un peu particulière, puisque contrairement à la posture du designer traditionnel, qui est là pour résoudre un problème, là, on est là pour poser des questions et cadrer des problèmes. Donc, cette posture-là, en fait, il faut la vouloir, mais vraiment la vouloir quand on se lance dans un projet design fiction. Et faut pas avoir peur de se remettre en question. Et voilà, faut être prêt à se faire secouer, soit en tant que structure, soit en tant que innovation qu'on envisage. Ça peut être déstabilisant, ça peut être provoquant. Tu l'as constaté aussi, Ivan, cet aspect où faut avoir une préparation mentale en quelque sorte, ou avoir cette capacité de résilience de se dire ok, il y a des conclusions auxquelles je m'attendais pas et maintenant faut que je fasse avec.
Oui, complètement. Mais probablement, comme dans tout projet qui a pour but d'opérer un changement dans une structure, il faut se préparer à ça. Mais je serais tenté de dire, c'est limite une bonne nouvelle si les gens ont ce sentiment un peu d'inconfort, qui savent qu'il y a quelque chose qui gratte et qu'on vient pour cette raison-là. Je pense que le plus gros écueil est celui un peu de l'euphorisme un peu niais, de se dire tiens, on va jouer au futur et puis on va s'imaginer ce que c'est demain. Et en fait, on va se mettre dans une salle, on va gribouiller des post-it, on va s'amuser, puis on va une forme de prospective, de jeu ludique pour imaginer demain et comme on pourra ouvrir plein de portes, mais sans vraiment les questionner. Et donc cet inconfort et cette capacité à questionner, c'est ça qu'il faut plutôt aller chercher, et c'est ça qui doit être à la genèse du projet, plutôt qu'une forme de légèreté. Ouais, on n'est pas là pour s'amuser ou jouer, en quelque sorte, un peu peut-être au fond, mais en tout cas, les conclusions ne devront pas être considérées comme quelque chose de futile et qu'on laisse glisser. Avec vos années d'expérience dans le design fiction, est-ce que vous avez remarqué des territoires d'utilisation où ça fonctionne pas, ou en tout cas la probabilité de dysfonctionnement est très élevée, on se dit à coup sûr ça va pas marcher. Alors ça peut être lié à des secteurs, ça peut être lié à des types d'organisations, où là vous savez que y a une petite lumière rouge qui tournoie et il y a des chances qu'on n'aille pas jusqu'au bout, en tout cas que ça donne pas ce que l'on souhaite. Léa, Ivan, je sais pas qui veut prendre la parole. Je suis pas sûr qu'il y ait des sujets qu'il faille éviter. Par contre, c'est les objectifs qu'on attend par rapport à ces sujets-là. Il faut qu'ils soient du coup compatible avec une démarche de design fiction. Donc, pour être peut-être plus spécifique, ce qu'on aime, on aime aborder des sujets complexes pour lesquels le design fiction vient raconter des futurs à l'échelle micro du quotidien, etc. Donc, ça permet de se projeter et du coup, c'est un très très bon outil pour apprivoiser la complexité. Donc, je pense à des sujets systémiques, les IA, justement les crises. Il peut y avoir plein de sujets, qui se prêtent bien à cette démarche. Mais du coup, par contre, il faut faire les choses bien, du coup. Et après, est-ce qu'il y a des sujets... je pense pas qu'il y ait des sujets qu'il faille éviter. Peut-être Ivan, t'as peut-être en tête des choses. Peut-être éventuellement, il y a parfois ça peut quasiment produire un effet inverse. Il y a des sujets qui sont peut-être assez simples ou abordables, dans lesquels une démarche de design conventionnelle va tout à fait convenir et réussir. Enfin, typiquement une approche un peu problème-solution, et on rentre dans un processus classique, ça va parfaitement convenir. Et tout d'un coup, ouvrir la boîte de Pandore et interroger trop en profondeur, potentiellement peut amener à un niveau d'interrogation, de complexité trop profond. Et puis les gens, au lieu de leur offrir une forme d'éclairage, de montrer une voie à suivre qui va pouvoir résoudre une problématique assez tangible et simple, on va complètement les perdre et on va ouvrir trop de portes. Donc au lieu quand on parlait de l'incertitude, on va plutôt mettre de l'incertitude sur la table là où on aurait pu assez classiquement arriver à une forme de réponse, de dispositif qui était une voie de résolution. Il y a beaucoup de praticiens qui nous écoutent, et peut-être en entendant dire que il faut partir des usages et même sur des sujets qui peuvent être très traversants ou très transversaux ou très systémiques comme l'IA. Qu'est-ce que ça signifie en termes de pratique quand un client arrive et dit on veut faire un sujet sur l'IA? Comment vous le recadrez? Comment vous l'amenez à s'intéresser aux usages, au faire, à ce que les gens font avec, aux gestes, je sais pas. Justement, nous on a mené un projet par exemple sur ce thème-là qui s'appelle Utopia Dystopia, qu'on peut trouver en ligne. Il y a un livrable qui retrace la démarche. Et l'idée, c'était de faire s'interroger le grand public sur cette notion d'intelligence artificielle. Et là, en fait, comme on se projette dans des futurs, les usages, on peut les imaginer. Mais on peut aussi imaginer des mésusages, comme on dit, donc des détournements, des choses qui se passent moins bien, plein d'enjeux. En plus, c'est un sujet où il y a vraiment plein d'enjeux par rapport à la protection des données, par rapport à la vie privée, au travail. Enfin, ça vient un peu tout chambouler dans nos sociétés futures, potentiellement. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'aller gratter. Et pour le coup, on va pas utiliser le design fiction pour aller dans le sens de l'évident, c'est-à-dire oui, forcément,
dans le futur, il y aura des IA qui roulent. Non, enfin justement, on va s'écarter de ces chemins-là qui sont un petit peu les chemins empruntés dans les sphères d'innovation ou autres. Et l'important, c'est du coup d'utiliser le design fiction pour ce qu'il peut apporter. Donc, essayer d'imaginer des choses un peu plus frictionnelles et qui vont du coup être porteuses de débats. C'est comme ça qu'il faudrait l'amener et pas croire que imaginer des futurs va permettre derrière directement de déclencher des processus d'innovation avec des IA, par exemple. Ivan, as-tu en tête des exemples précis où l'exercice de design fiction a dérapé ? On a évoqué là quelques situations qui pouvaient être problématiques, trop de conclusions, ils étaient pas prêts. Peut-être juste pour rebondir sur le point, si tu m'autorises, sur le point d'Asselin, en fait, j'ai l'impression que la question est pas tant la question du thème, parce que oui, l'IA spécifiquement, c'est un sujet qui est assez frictionnel et qui peut gratter, sur lequel il y a plein d'aspérités, mais je pense pas que le design fiction soit réservé à ces thèmes-là. Voire même, il y a plein de thèmes qui sont aujourd'hui un peu dans des angles morts, qui nécessitent totalement d'être réinterrogés à travers cette question-là. Par exemple, nous, en interne, il y a un sujet qui nous intéresse pas mal, qui est la question du rural. En fait, quand tu regardes bien la question si tu projettes des futurs sur la ruralité, souvent, c'est plutôt des univers dystopiques. C'est là où on va se réfugier quand il y a les zombies qui attaquent, ou c'est là où sont les survivalistes. Enfin, il y a assez peu d'imaginaires très futurs qui sont très positifs ou qui sont en dehors de ces dystopies-là. Et tout d'un coup, réinterroger ces sujets anodins-là, c'est aussi intéressant, parce que c'est aussi des sujets que peuvent se poser les régions sur c'est quoi le futur de notre région, comment on l'envisage. Et tout d'un coup, on ouvre beaucoup plus. Enfin, c'est un outil hyper intéressant pour aller chercher à d'autres endroits, pour éviter les biais d'ancrage, ou même sur des sujets d'organisation, sur comment est-ce que demain une organisation, quelle qu'elle soit, publique, privée ou autre, elle pourrait travailler différemment. Là aussi, ça nécessite d'être interrogé. Et d'apparence, il n'y a pas forcément cet aspect dérangeant. En revanche, c'est qu'est-ce qu'on va aller trouver comme point d'ancrage, comme difficulté sur lequel on va pouvoir travailler, sur lequel on va pouvoir offrir un décalage, un regard différent. Un travail à avoir en amont du coup et une conception assez claire de cela. Et du coup, je reviens sur ma question parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de le voir et c'est aussi tout l'intérêt de vous avoir ici, vous qui pratiquez ce design de fiction. Une fois de plus, est-ce qu'il y a des moments qu'on dérapé sur des designs fiction et sur lesquels vous, avec du recul justement, il y a une leçon à tirer ou en tout cas ça met bien en perspective les moments compliqués que vous nous avez décrits? Tu citais l'exemple de James Auger et Jimmy Loiseau sur la dent. Je pense que c'est assez significatif d'une dérive qu'il peut y avoir, et même eux, quand ils le citent, ils témoignent un peu de ce décalage. C'est qu'à un moment, en particulier, eux ont posé un objet dans le débat public et à un moment, ça leur échappe. Et en fait, c'est tout l'enjeu de comment est-ce qu'on pose cet objet de débat, de négociation, mais comment est-ce qu'aussi on arrive à accompagner ce travail-là pour réussir à servir l'objectif premier. Et ça revient aussi à la question de tout à l'heure, c'est pas tant la question du thème que la question de l'objectif qu'on cherche à servir. Donc c'est aussi notre travail de pas juste lâcher l'objet, mais d'accompagner son développement pour que ça porte un objet concret derrière. Totalement. Oui, là. Tu voulais peut-être rebondir? Oui, totalement, parce qu'en fait, effectivement, dans ce travail-là, on design donc des objets. Il y a ce côté prototypage, mais on va aussi designer en fait les conditions de réception de cet objet pour de manière à ce que le débat arrive et arrive sur les enjeux qu'on espère. Et puis derrière, effectivement, accompagner jusqu'au bout, c'est aussi capter ce qui ressort de ces débats. Donc voilà, comme le dit Ivan, il y a tout un accompagnement à penser. Donc quand la fiction échappe à ce cadre-là, ça peut être problématique. Je pense aussi à un exemple. Il y a le département de Google, donc Google X, qui avait, t'as vu passer ça, Asselin, qui avait imaginé une design fiction. C'est le Fish Ledger, pour si vous voulez chercher la vidéo qui est présentée comme un leaks, carrément. Enfin, tu diras peut-être mieux que moi, mais effectivement, c'était une design fiction destinée à de l'interne pour faire réfléchir sur des futurs possibles pour ce département et pour Google, mais c'était pas en tout cas des préconisations ou des feuilles de route. Seulement, ça a fuité
dans les médias en ligne. Et du coup, ça a déclenché une vague un peu de panique. Oh mon Dieu, voici les plans cachés de Google pour le futur. Machiavélique. Et c'était assez dystopique. Donc, typiquement, ça peut être un exemple de ratage, de perte de contrôle. Vas-y. Est-ce qu'on peut pas considérer aussi que ces ratages, des fois, ils produisent des choses imprévues qui sont bénéfiques pour la réflexion collective, parce que même si Google est un peu gêné aux entournures, ça permet de générer un débat démocratique sur la question, et même peut-être pour l'organisation qui se serait peut-être pas aventurée seule volontairement sur ce terrain, sur des terrains problématiques, et qui finalement va le faire parce que le projet lui échappe. En fait, toute la question, c'est la question du quoi. Enfin, c'est pas tant la question de l'objet ou de ce que ça produit. Si, en l'occurrence, je connais pas ce cas-là, mais si la question était de fédérer l'interne ou de créer un changement d'organisation pour aller vers un futur possible ou pour mettre auquel cas ça fonctionne pas forcément, si c'était s'interroger collectivement en interne sur les règles d'éthique, là ça peut fonctionner parce qu'auquel cas la pression a même été telle qu'elle a été extérieure et donc ça impose d'autant plus cette réflexion-là. Est-ce que comme garde-fou, justement, et je pense que c'est ça le prolongement de ta question, Asselin, c'est qu'il y a une éthique ou une sincérité absolument gardée. Ça veut dire, est-ce qu'on a le droit de manipuler un public pour voir justement sa réaction, pour nous servir dans notre design fiction? Là, par exemple, les lecteurs de peut-être des papiers qui sont sortis sur Le Monde ou autres, qui ont découvert ces plans-là de Google, ils ne sont pas au courant que c'est du design fiction, ils ne sont pas au courant c'est quoi cet exercice. Donc eux, ils prennent ça premier degré, pleine balle. Est-ce que, en quelque sorte, ça, on peut se le permettre parce que c'est quand même vachement bénéfique, on apprend plein de choses derrière dans la réaction du public, ou est-ce que en quelque sorte ça c'est une dérive du design fiction? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai vous êtes les juges du design fiction, c'est vous qui fixez les règles, vous êtes tout puissant. Du tout. On se pose souvent la question en fait, est-ce qu'il faut révéler ou pas le caractère fictionnel des travaux, du projet? Nous, grosso modo, on le fait quand même à un moment, donc même quand on le dit pas tout de suite, au bout d'un moment on révèle le caractère fictionnel. Ça peut être tentant parce que voilà, on se dit qu'on aura des réactions plus vraies si les personnes, le public croient que c'est réel. Pas forcément parce que finalement, parfois, on met un bandeau qui signale que c'est une fiction et pour autant, ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, enfin la foi, enfin le côté l'immersion fonctionne et il n'y a pas besoin de, même en le signalant, on arrive à se projeter comme quand on regarde un film, on sait que c'est de la fiction, parfois on a vraiment même l'impression encore que c'est plus vrai. simple, une petite histoire d'enfant, des trois petits cochons et du loup. Même à notre âge, je pense, si on a un narrateur qui nous dit avec le ton et avec, on a envie de le croire et on se laisse encore happer par cette histoire. Ouais. Donc je vois bien ce que tu veux dire. Je vais vous demander de travailler un peu, quasiment de faire une petite ressource pour les designers qui nous écoutent, une sorte de checklist, une sorte de liste à checker où on aurait toutes les conditions sine qua non pour que on réussisse un design fiction. Ça veut dire que avant de commencer, à la limite, il faudrait cocher chacune des cases pour être sûr. On retrouverait quoi à l'intérieur de cette liste? C'est dans le bouquin Beyond Speculative, il y a, je crois que c'est Tobias Revel de mémoire qui dit un truc qui est assez cadrant, qui marche bien. Après, on peut compléter, étayer autour, mais et qui, pour le coup, qui est pas spécifique au design fiction, qui est de l'ordre un peu de tout projet, mais je trouve que c'est bien un moment de rappeler les essentiels. C'est pourquoi on veut faire ça, pour qui, auprès de qui, et pour produire quel effet. Et en fait, je pense que avoir constamment en tête ces règles-là qui paraissent être du bon sens, et quand je vous dis ça, vous vous dites, ah bah super, je me suis déplacé dans le froid sous la pluie pour entendre ça. Ouais. Mais à un moment, c'est se rappeler les fondamentaux, et justement, pour éviter les dérives, ou pour éviter de partir sur un thème plutôt que sur un dessin, en fait, c'est essentiel. Et je pense que c'est le premier des garde-fous et le premier à mettre tout en haut de la liste. Et bien souvent, parfois, on peut se laisser entraîner dans des projets à oublier un peu les fondamentaux. Donc, je mettrais ça peut-être en haut de la liste. Si tu veux mettre d'autres choses en dessous sur la liste, on peut la compléter. Mais Je pensais au temps aussi. Il faut avoir du temps parce que c'est du temps long. Donc, un processus de design fiction, il n'y a pas de temps réglementaire, mais grosso modo, quand même, c'est des projets de plusieurs mois. On prend le temps de digérer de la matière prospective, après de créer des scénarios, ensuite de les mettre en prototype même, donc prototype provoquant. Ensuite, il y a le temps, la discussion, etc. Donc, il y a plein, quand même de potentielles étapes. Il n'y a pas de recette calée, mais
Mais C'est pas grosso 2 modo, ateliers de 2 heures et non, on se tape voilà. dans la main, c'est terminé. C'est ça, donc en grosso modo, enfin voilà, je pense que le point central, c'est quand même de se donner le temps de la réflexion et de la prise de recul, puisque c'est un des objectifs, et de pas avoir ça comme effectivement juste un atelier un peu ludique et marrant, quoi. Bien, nous voilà prévenus. Autour de une fois qu'on a posé ces fondamentaux, il y a un autre point qui est quel est le biais d'ancrage qu'on souhaite faire tomber, quel est celui qui est le caillou dans la chaussure auquel on souhaite s'attaquer. Et une fois qu'on travaille celui-ci, donc il y a un biais d'ancrage. Comment est-ce qu'on va aller travailler autour? Comment est-ce qu'on va aller l'interroger, le questionner? Et une fois qu'on le détermine, comment on va aller étirer autour? Imaginer ses conséquences. Donc là, on va un peu radicaliser les scénarios. Souvent, dans le design, on parle parfois, pour trouver des insights, des 5 pourquoi. Donc on s'interroge 5 fois sur pourquoi ci, pourquoi ça, et ça nous permet de rentrer en profondeur et d'avoir un insight assez éclairant. De la même façon, on peut quasiment faire une série de 5 et si. Et si on passait outre ce biais d'ancrage-là, qu'est-ce qui se passerait? Et si. Et on pousse. Et ça nous aide à radicaliser des chemins. J'en sais rien, si demain on se disait, dans Paris, en fait, on applique réellement les trams noirs, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on vit cette réalité-là? Donc, il y a ça. Et une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on va rendre ce scénario habitable? Comment on va créer? Donc, tu parlais des prototypes, ces prototypes provocants. Comment est-ce qu'on va concevoir des éléments qui vont rendre ça habitable dans l'esprit des gens, qui vont les faire réagir, sur lesquels ils vont pouvoir se dire, OK, si je suis dans cette nouvelle réalité-là, je m'y projette tout de suite, je perçois cette réalité-là et je vais la vivre. Donc, le but de ce prototype, c'est, oui, de faire réagir, mais en se sentant habiter ce scénario-là. Et ce que tu dis, Ivan, me fait penser aussi qu'une des bonnes pratiques, c'est du coup de faire imaginer ces futurs-là avec des personnes qui ont des profils potentiellement différents. Pour rejoindre donc ce que disait Asselin sur le futur est moins à découvrir qu'à inventer. Effectivement, il y a cette ambition avec le design fiction de mettre en capacité des personnes d'imaginer leur futur. Donc, l'idée, c'est de vraiment convier autour de la table différentes personnes avec différents profils pour pouvoir imaginer imaginer ensemble. Et pas forcément, ça veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire inclure tout le monde dans le processus de vision pour le futur. On commence à aller vers les bonnes pratiques, donc un peu vers la seconde partie. Ça montre qu'on va y aller tout doucement. Tu me disais dans l'oreille à l'instant, Asselin, que tu aurais bien mis une petite définition rapide. Oui, tu as utilisé de nombreuses fois le terme biais d'ancrage. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition pour nous novices? 20 secondes. 20 secondes, waouh. Non, je peux pas. Alors on passe à la seconde partie. Il me reste 15 secondes. C'est long, on est... Par exemple, quand on parle de décroissance, on a tout de suite un imaginaire qui est très fort, qui est celui de je vais devoir renoncer à plein de choses. Enfin, suivant de là où on vient, l'ancrage sera pas le même. Si on est profondément décroissant, on y verra une solution d'avenir. Si on est le plus grand nombre, généralement, on a l'impression qu'on va nous ôter des choses, alors que ceux-là même qui font la promotion de la décroissance, ils le définissent également comme de l'abondance frugale. Et tout d'un coup, le fait de se dire abondance frugale, ça décale un peu le regard, et je trouve ça hyper intéressant. Et tout d'un coup, on fait sauter cet ancrage-là qui est plutôt négatif, qui nous amène à voir les choses d'une certaine façon. Et j'ai complètement éclaté tes 20 secondes. Je m'y attendais. Et donc, une fois qu'on l'a posé comme ça, comme de l'abondance frugale, là, on offre un nouvel imaginaire. On ouvre l'imaginaire, on crée un nouveau terrain de jeu, et à partir de là, on peut travailler. Et c'est un peu la même chose avec le design fiction. Ces biais d'ancrage-là, on cherche à c'est un peu déranger les imaginaires. À la fois les déranger en étant poil à gratter, mais aussi ranger différemment dans cette double lecture du déranger qui est assez intéressante. Bien, ça au moins c'est précisé. Allez, on a posé les garde-fous en quelque sorte du design fiction. On va poursuivre avec la seconde partie de ce podcast.
le design fiction fait du bien, hein, ça y est, on arrête de parler des choses négatives, mais on allait vers le beau temps là. Je sentais que la météo changeait ensemble. Oui, parce qu'on vient de vous faire un peu douter peut-être, mais c'est juste qu'on a voulu écarter les faux espoirs. Maintenant, on va parler de la force de cet outil. Et Ivan, quand il faut convaincre de l'intérêt du design fiction, tu l'expliques comment ? Un client, un partenaire. Ouais, elles sont dures ces questions, mais l'esprit de synthèse, quand il faut le défendre avec des grands arguments, c'est quoi ? Je vais te faire une réponse à côté, mais possiblement il n'y a pas à le définir. Possiblement il y a à dire ce qu'on va aller interroger, ce qu'on va chercher à produire, sans forcément prendre le temps de cette définition-là. Peut-être qu'on n'est pas soumis aux mêmes contraintes que vous, c'est que nous on est moins étiqueté design fiction, donc on peut se permettre un peu à Monsieur Jourdan d'en faire sans en faire. Et auquel cas tout d'un coup ça devient pas un sujet. C'est comment est-ce qu'on va vous emmener dans un chemin pour aller interroger d'autres scénarios, pour aller ouvrir. Enfin, on va plutôt raconter ce que ça permet de faire, comment on va le faire, plutôt que de chercher une définition très scientifique ou chercheuse de cette discipline, parce que, comme tu le disais si bien, c'est indiscipliné et que on peut l'entendre de plein de façons. Toi, Léa, t'as dû mettre des mots dessus, justement, pour l'expliquer ou... À vrai dire, on n'a pas besoin trop de convaincre on a la chance, les prospects viennent vers nous en général. Mais il n'y a pas besoin de reformuler une promesse ou autre. Il y a déjà ce commun avec votre client. En tout cas, des exemples aussi. Des exemples, ouais. L'idée, c'est que non, je sèche un peu, mais en tout cas, il faut effectivement avoir l'ambition de pas s'enfermer peut-être dans des définitions trop rigides. Ouais. Ouais, mais en fait, comme Ivan, nous, le design fiction, c'est un des outils. Après, par exemple, on a aussi une activité de jeu, donc de médiation par le jeu. On peut utiliser le jeu de plateau, le jeu vidéo, le jeu, enfin, sous toutes ces formes. Casus Ludi, voilà, pour aborder des sujets. On essaye aussi potentiellement de proposer cet outil quand ça s'y prête davantage suivant les objectifs du projet. On a fait un jeu, par exemple, pour sensibiliser au harcèlement et faire comprendre les mécanismes de ce problème de société. Et voilà, donc là, typiquement, on est passé plutôt par le jeu et pas le design fiction. Ça avait moins de sens. Donc, On parlait du rapport au temps tout à l'heure, et je pense que dans la force de cet outil, peut-être qu'il faut revenir sur cet aspect de rapport au temps. En quoi le design fiction donne une autre temporalité à la réflexion, notamment dans le cadre de l'innovation ? Léa ? En fait, c'est un peu l'anti-innovation dans la mentalité. C'est qu'on va essayer plutôt que d'aller très vite dans le process et que la finalité soit la mise sur le marché d'une innovation. Là, c'est tout l'inverse, en fait. Du coup, il n'y a pas de mise sur le marché in fine. On est plutôt là pour essayer d'envisager toutes les raisons de ne pas y aller. Je pense à un exemple, c'est l'entreprise Mattel qui, il y a quelques années, voulait mettre sur le marché, d'ailleurs, a mis sur le marché une enceinte intelligente destinée à faire du babysitting pour les enfants. Et donc, ça a été un peu une catastrophe. Il y a eu une pétition de parents qui refusaient que les enfants soient surveillés par cet assistant intelligent, qu'il y ait la captation vidéo, la captation vocale, etc. On peut le comprendre. Et donc, l'entreprise a du coup perdu beaucoup d'argent en ayant lancé l'innovation sans se préoccuper de questionnements éthiques avant. Donc, le design fiction, dans l'idée, vient comme une brique dans un processus d'innovation. Il n'est pas là pour le remplacer, mais il vient en amont dans le processus pour essayer de se poser les bonnes questions. Et peut-être que ça, c'est une manière de le présenter. Ça peut éviter pas mal de problèmes ensuite. Ivan, toi aussi, tu joues avec ces curseurs du temps, du coup ? Ouais, en fait, c'est effectivement sur des projets, j'en reviens au point de tout à l'heure, sur quand ne pas en faire, c'est effectivement, si c'est sur un projet relativement classique, pas besoin. En revanche, si c'est sur des projets plutôt stratégiques qui s'inscrivent plutôt dans une vision un peu plus lointaine, effectivement, ça vaut le coup de perdre le temps d'en gagner en s'interrogeant, en allant en profondeur, interroger certaines choses, ouvrir des nouvelles voies, donc de trouver en allant se perdre. Donc oui, ça vaut le coup. Et après, dans ta question, il y a même limite une deuxième question qui est quelle est la temporalité dans laquelle on doit inscrire ces scénarios fictionnels ?
En fait, souvent on le fait dans le futur, mais aussi on peut très bien le faire dans dans des réalités alternatives. Tu parlais des Yes Men tout à l'heure. En fait, ils sont pas fixés dans un grand futur. En fait, ils ont juste imaginé. En fait, ok, aujourd'hui on a arrêté la guerre. Et en fait, c'est aussi pas juste d'autres futurs, c'est aussi d'autres réalités actuelles qu'on peut aussi aller interroger. Il y a aussi un pas de côté qui est intéressant avec le design fiction, c'est l'autocritique. Est-ce qu'on peut se dire que c'est même le meilleur outil pour réussir à, un peu sincèrement, on va dire, se critiquer en enlevant tous les prédispositions à se flatter ou à ne pas vouloir voir le côté négatif de quelque chose qu'on est en train de faire? Léa? Bah oui, en tout cas, je sais pas si c'est le meilleur outil, mais c'est un bon outil pour ça. Après, l'enjeu, c'est d'accepter du coup ce qu'on se prend comme retour de nos propres angles morts et biais et points faibles. Voilà. Il y a peut-être une petite idée déjà dans ceux qui font du design fiction de pressentir là où ça va piquer en quelque sorte. En tout cas, nous, on fait ça pour nous-mêmes, pour notre structure. On a ce qu'on appelle l'éthique réflexive, c'est qu'on prend notre propre activité et on voit comment les choses pourraient mal se passer, comment on pourrait faire plus de mal que de bien. Et on anticipe ça pour ne pas le faire. On s'y attache. Ivan, l'autocritique, tu la vois apparaître dans quasiment chacun des cas où tu utilises du design fiction. Il y a toujours... Quand tu dis autocritique, c'est à quel niveau tu l'entends ? Je l'entends par le fait d'avoir la capacité de voir, en effet, sur un projet ou sur soi-même, qu'est-ce qui peut dériver ou qu'est-ce qui peut être négatif alors qu'on ne pensait pas que ça existe. C'est vrai que l'avantage d'avoir recours à ces approches, c'est en fait on s'autorise à suspendre le jugement classique ou les jeux de rôle classiques. C'est aussi une des grandes vertus. C'est que, on l'expérimente tous au quotidien dans les projets. Il y a aussi des jeux sociaux, il y a aussi des jeux un peu de pouvoir ou de statut où il faut réussir à certaines choses ou certains accomplissements. Et tout d'un coup, le fait de se mettre d'un pas de côté, et c'est là tout le travail de quel est l'environnement, quel est le scénario qu'on pose, où on va s'autoriser à mettre ce costume au vestiaire et justement à suspendre le regard, à suspendre les postures pour justement aller interroger assez librement les choses. Ça, c'est assez important de bien poser ce cadre-là pour s'autoriser à faire ça. Comment Ambroise posait la question de l'autocritique. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du rapport que vous avez avec vos clients. On a tous des clients, on travaille pour eux, ils nous rémunèrent. Mais on a parlé aussi des Yes Men, on a parlé de pratiques de Hawks. À quel moment il peut être utile et bénéfique de prendre à témoin des gens qui ne sont pas nos clients, qui ne sont pas les gens pour qui on travaille, mais qui sont partie prenante de ces futurs qu'on manipule quand on est dans un contexte d'action publique, ça paraît évident, mais peut-être aussi dans des contextes d'entreprises privées ou d'organisations, disons, qui ont moins l'habitude d'ouvrir grand les fenêtres et les portes. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait, il faut élargir le sujet, il faut appeler d'autres acteurs et encore une fois, en amont, quand on se pose bien les questions de qu'est-ce qu'on cherche à explorer, tu poses une cartographie d'acteurs et puis tu vois qui pourraient être les personnes qui sont généralement pas consultées mais qui ont un regard à donner pour venir enrichir le débat ou aussi pour des expertises connexes. Par exemple, à l'agence, on a fait un cas pour aider une mission sur l'exploration lunaire. Et en fait, très souvent, les scientifiques, ils ont leur approche à eux. La question, c'est comment envoyer des navettes dans l'espace, comment installer une mission, une base spatiale. Ok, très bien, c'est un peu leur cœur de métier. Pour autant, il y a tout ce qui se passe en dehors qui est pas forcément toujours conçu et qui est tout aussi important. C'est tout le à côté qui va permettre à cette réalisation-là d'advenir. En fait, pour ça, tu dois interroger d'autres gens qui sont à côté et puis tu dois aussi les aider à imaginer ce qui est un peu dans leur angle mort. Et c'est vraiment tout l'enjeu du design fiction, c'est de voir ces angles morts et d'aller les interroger. Donc là-dessus, tu t'appuies sur des gens qui vont réussir à mettre en lumière ces angles morts-là.
Donc en l'occurrence, on a pris des artistes, par exemple, pour aller retranscrire d'une certaine façon ces choses-là. J'aimerais bien qu'on rentre dans le monde merveilleux de la théorie, la méthode. Et justement, quand vous mettez en place cet outil de design fiction, est-ce qu'il y a des étapes que vous suivez où vous êtes sûr que étape 1, 2, 3, 4, ça va se passer comme ça? Léa? Peut-être juste pour rebondir aussi sur les parties prenantes à inclure, je pensais au fait d'aller inclure des personnes qui peuvent apporter un regard historique, ou des anthropologues ou d'autres parce qu'on parle du futur, mais c'est aussi bien de vérifier qu'il n'y a pas eu déjà dans le passé, que la fiction n'était pas un passé qui est déjà vécu, ou que c'est pas un présent en fait de d'autres pays du monde, et donc de prendre conscience que souvent on a des biais et qu'on a un point de vue occidental, mais d'aller s'intéresser à d'autres cultures, à d'autres temporalités justement, et un peu débusquer ça avant de proposer un scénario qui parlerait d'un futur inédit, alors que finalement ça a été déjà vu ou que c'est déjà une réalité ailleurs. Donc restons pas dans la pièce, quoi. Sortons, allons voir ailleurs, documenter, voir d'autres personnes. Ça peut être cool d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui se fait déjà ou ce qui a déjà existé. Et la ressource, ma question. Oui, les ressources, ça veut dire vraiment dans l'ordre, est-ce que vous avez une méthode que vous suivez qui permet pour vous de suivre cette méthode et donc de donner des résultats escomptés? Il y a des étapes qui reviennent quand même un peu. Hein. C'est sûr que l'étape de documentation, d'acculturation sur le sujet, d'échange avec du coup le client pour bien comprendre quels sont les objectifs, les enjeux, le sujet, etc. Ensuite, il y a forcément une étape de scénarisation, donc de mise en fiction littéraire, d'imaginer ces futurs de la manière qu'on veut. Il n'y a pas de page minimum à écrire, mais simplement il va falloir imaginer un moment ces futurs. Et après, il y a l'étape de design aussi, sachant qu'on peut faire ou non de la co-construction de ces étapes-là, donc on peut décider de faire des temps d'atelier par exemple, pour plutôt qu'imaginer, faire imaginer collectivement ces futurs-là. Après, il y a d'autres étapes, hein, comme on le disait avec Ivan, donc de mise en confrontation des productions avec un public, de captation du débat, etc. Et puis après, ça peut même aller encore plus loin, vers des expérimentations, des consultations, etc. Ivan, tu vois d'autres étapes ou... En fait, quand tu dis le on peut, je retiendrai presque surtout le on peut. On dit souvent qu'il n'y a pas de méthode design, mais en fait, il y a travailler avec méthode. Et vu que c'est du design, ça s'applique totalement aussi. Et une fois qu'on dit ça, que je dis ça, je fais un peu une réponse de Normand qui vous aide pas trop, mais je pense qu'il faut se sentir assez libre de le faire à sa sauce. Je pense tous ceux qui le pratiquent le font très différemment. Il y a vraiment, on parlait de chapelles tout à l'heure, certains ont des chapelles, d'autres ont des pratiques plus souples, mais ce qui compte en revanche, c'est effectivement le faire avec méthode sur certains fondamentaux qu'on a déjà évoqués, hein, mais c'est vraiment servir, cadrer l'enjeu, pourquoi on fait ça et à quel dessin. Ensuite, quels sont les éléments d'ancrage, de nouveau je reviens là-dessus, qu'on souhaite aller interroger, provoquer. Quelles sont les réalités, les tangibles sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour rendre ça habitable? Comment on va les tendre? Donc, par exemple, d'aller interroger des signaux faibles, d'aller interroger de l'histoire, d'aller interroger des spécialistes comme un travail de designer, mais qu'on va aller pousser, sur lequel on va aller faire des sauts conceptuels. À un moment de formaliser, et encore une fois, formaliser, je pense qu'en termes de formalisation, le design est suffisamment large, ça peut être de l'image, ça peut être du son, ça peut être à plein de titres différents, ou de l'objet, peu importe. Et en revanche, à un moment, c'est effectivement comment est-ce qu'on retranscrit ça. Il suffit pas juste de jeter une controverse en pâture, mais à un moment qu'on arrive à la faire ressortir comme des grandes problématiques, des grandes orientations, par rapport à la question de base qui nous a été posée.
Alors vous avez décrit plusieurs étapes, plusieurs moments. Est-ce que vous avez un moment, vous, préféré dans... Peut-être ça dépend de chaque atelier que vous allez faire, en fonction de chaque client, mais peut-être que vous avez quand même un petit moment où il y a une affection plus particulière. Léa? Moi, personnellement, c'est le temps des premières pistes de scénario. C'est le temps du décalage entre eux, donc les éléments de prospective, les signaux faibles, les tendances, etc. Et on rentre dans la fiction, on imagine les premières pistes, comme on dit, de spéculation. Je dirais que pour moi, c'est le plus fun, c'est d'imaginer ça. Et toi, Ivan? Pareil, c'est la phase créative, donc je pense que c'est assez évident quand on aime concevoir que cette partie-là est assez chouette. Peut-être pour donner de la matière à nos auditeurs, moi, on parlait d'angle, d'approche de chacun. Mais un truc que j'aime bien, c'est un peu essayer de trouver l'élément un peu infraordinaire sur lequel on peut mettre une couche d'extraordinaire. J'aime bien ce truc de Pérec, l'infraordinaire, qui est en fait, c'est un bouquin qu'il a écrit et il commence en disant, en fait, il s'énerve après le fait que dans les journaux, il y ait que l'extraordinaire, ce qui fait scandale, ce qui fait sensation, les morts du train qui déraillent, etc. Mais on s'interroge jamais sur l'infraordinaire, tout ce qui est sous-jacent à notre société, qui est profondément à interroger. Donc, il parle par exemple du du coup de Grisou qui va tuer des mineurs, mais on s'interroge pas sur pourquoi ces mineurs, quelle est la condition de ces gens qui travaillent dans les mines, et à aller interroger, en l'occurrence dans l'action publique, quel est l'infraordinaire, quels sont aussi les éléments infraordinaires, et qui peuvent être des vrais sujets où tout d'un coup c'est facile de les faire rentrer. Par exemple, on rentre sur un outil aussi. Là en ce moment, on travaille sur quelque chose qui a un agenda, donc c'est très commun, c'est très quotidien d'aller bosser sur un agenda, mais tout d'un coup on le décale. Et cet agenda, en fait, quand ils le regardent, c'est pas du tout celui de leur semaine type. Et c'est là où on peut se permettre de mettre de l'extraordinaire dedans, qu'on peut aller faire des sauts conceptuels dedans. Et ça, je trouve ça intéressant, ce décalage, ce pas de côté à opérer. Quand on prend des exemples, vous en avez pris quelques-uns, soit qui vous concernent directement, soit qui font un peu office de référence. Je voulais savoir justement qu'est-ce qui peut rendre un design fiction anecdotique, qu'on va oublier rapidement, même si on a fait le travail jusqu'au bout, et d'un autre qui va peut-être être célèbre. Je pense notamment à un exemple concret. Moi, celui qui a retenu mon attention, c'est un plan dentaire qui permet par les vibrations osseuses d'entendre. Donc en fait, une dent qui permet d'entendre, notamment pour des personnes sourdes ou autres. Voilà, là, dès qu'on regarde un peu de littérature sur le design fiction, on tombe sur un cas, ce cas-là par exemple. Donc qu'est-ce qui fait selon vous justement qu'il y a quelque chose comme ça là qui se partage, qui devient viral et d'autres moins? Après, la viralité, c'est pas forcément l'objectif. Ouais. Mais peut-être que ce qui fait que la design fiction s'ancre, encore que c'est pas le but, mais ce serait une design fiction qui a permis à son niveau de faire bouger les lignes. Donc, qui a stimulé assez de réflexion ou de débat pour que on ait effectivement un impact sur le futur, sur les décisions qui sont prises. C'est pas très concret. Non, mais est-ce que des fois c'est pas aussi malgré cette histoire, en tout cas malgré ce design fiction, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des romans qui deviennent très célèbres après, parce qu'en fait il y a une vérité qui était à l'intérieur, mais qu'on a découvert que quand ça s'est produit, en 1984 ou autre. Est-ce qu'il n'y a pas cet aspect-là aussi qui est du coup totalement incontrôlable, ou sur lequel on est impuissant? On a l'impression aussi que le sensationnel parfois prend le pas sur la dimension réflexive ou transformative. C'est le cas. Ici, c'est amusant pour les gens qui font du design fiction, mais en fait, les gens ne l'ont pas vu comme une design fiction, ils l'ont vu comme une promesse. Et d'un coup, Mais c'est aussi probablement assez significatif d'une certaine part du design critique ou design spéculatif, ou qui est quand même très muséal, où on cherche à aller provoquer du débat. Mais j'ai le sentiment que dans ces cas-là, c'est souvent presque une démarche artistique, qui est une démarche personnelle, alors que nous, on s'inscrit plutôt dans un travail de commande. Donc, ce travail de commande, c'est un outil, c'est un levier qui a un objectif spécifique.
Et en soi, l'outil a pas vocation à être célèbre. Possiblement, ça pourrait arriver. Enfin, il y a un cas que j'aime bien qui est celui de Futurama, si je dis pas de bêtises, qui a été fait pour General Motors à l'exposition universelle de 1939, où en fait un designer Majid Belz. Exactement, merci, qui a créé toute une cité utopique. Enfin, aujourd'hui, elle nous semblerait dystopique, mais qui était une cité idéale de demain où c'était le tout automobile, parce que bon, la demande venait de General Motors. Et en fait, les gens qui sont venus à cette exposition, ils ont vu ça et ça leur a semblé fabuleux. C'était la modernité qui s'ouvrait à eux, c'était la liberté, c'était l'automobile était une promesse géniale à cette époque-là. Donc oui, ça a été pour l'époque un très bel objet, même pop culturel. Et donc ça a vraiment d'un objet de commande de design fiction, parce que c'est un peu un des premiers cas, il est souvent cité dans les genèses du design fiction, c'est devenu un objet de pop culture. Mais c'est pas du tout la vocation. Ou alors ça peut le devenir, mais ça dépend vraiment du cas. C'est pas une finalité en soi. Ouais, c'est pas la finalité, on l'a bien entendu. On va terminer cette partie peut-être avec une synthèse, parce que vous en avez cité déjà quelques-uns, un peu la littérature, qu'est-ce qu'on peut lire pour ceux qui voudraient aller plus loin justement sur, eh bien, en quelque sorte, les papas et les mamans du design fiction, ceux qui ont posé des grandes bases et qui servent pour chacun. Et puis, pour ceux qui nous écoutent sur Livestorm ou sur YouTube, on va faire des petits commentaires sur lesquels il y aura la ressource pour aller faire peut-être encore, il est encore temps les cadeaux de Noël. Alors, on peut faire un ping-pong. Allez. Il y a La panne des imaginaires de Nicolas Nova, qui du coup aborde l'intérêt du design fiction pour réouvrir les futurs, les imaginaires. Si on en veut un qui soit assez actionnable, je trouve que ce qu'a fait Making Tomorrow a le but d'être assez didactique et assez praticable. Donc celui-ci est assez intéressant si on ne veut pas être dans trop de théorie, mais plutôt de l'applicatif. Il y a aussi un peu la bible du design critique. C'est le livre Speculative Everything de Dune et Rabi, qui sont un peu... Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais une branche plus anglo-saxonne du design fiction, mais qui est très intéressant aussi. Je rebondis sur leurs héritiers, je l'ai vaguement évoqué, Beyond Speculative, qui est aussi assez intéressant, qui est un peu à la jonction des deux, qui est à la fois très théorique et qui en même temps donne certaines clés. C'est un ouvrage collectif d'articles. Ouais. Avec Auger, Sinas, etc. Exactement. On continue ou 4, c'est déjà pas mal? Déjà avoir le temps de les lire, celle-là. Et enfin, il y en a un qui est en ligne, en forme de PDF, ça peut être sympa. C'est un livre de Julian Blicker, si je me trompe pas, qui fait partie du Near Future Laboratory. Donc, un studio qui fait du design fiction. Nicolas Nova. Voilà, d'ailleurs, qui travaille avec Nicolas Nova aussi. Et qui doit s'appeler Design Fiction Science Fiction. Voilà, c'est un titre assez long, mais en tapant des mots-clés comme ça, Design Fiction... Science, Fact, Fiction, on doit tomber sur ce PDF qui fait lien entre science-fiction et design. C'est intéressant. Ok, ben voilà, on a pris note et ça permet d'aller beaucoup plus loin que ce que cette heure ensemble nous permet de faire. On attaque la dernière partie ensemble, c'est parti ? C'est parti. Nous en avons parlé tout à l'heure, le design fiction peut emmener très loin et même perturber par ses conclusions. Se pose alors la question de ce que l'on fait des résultats d'un design fiction. Si c'est pour faire quelques slides qu'on archive sur un disque dur, bon, c'est un peu décevant, ça ne vaut pas vraiment la peine. Léa, comment prépares-tu tes clients aux conclusions à venir d'un design fiction ? On a déjà un peu parlé, mais peut-être s'il fallait synthétiser, c'est quoi le discours que tu leur tiens en disant, bah voilà, il faut s'attendre à accueillir ces résultats ainsi ? Alors en fait, c'est prévu depuis le début, dès qu'on conçoit la méthode, donc qui souvent est sur mesure pour le projet. En fonction des objectifs, on sait déjà quel livrable on aura en fait pour le projet. En général, on a des choses qui ressortent de cette démarche plutôt orientées soit action, soit plutôt décision. Ou alors, enfin j'ai en tête en fait, voilà, on peut classifier un peu comme ça, soit plutôt d'aller essaimer des questions.
soit d'aller plutôt vers des pistes de solutions après. Donc voilà, en fait, suivant le projet, ça peut être de la matière issue de débats, etc., ou des intentions de vote. Ça peut être des expérimentations à mettre en place, par exemple, dans une ville. Ça peut être un livrable qui retrace toute la démarche et la matière qui est ressortie. Voilà. Ça peut être pas mal de choses, en fonction de ce qu'on en attend. J'ai déjà la réponse à la question que je posais. Je te la pose quand même, Ivan, parce que je m'en doute, mais j'ai besoin qu'on en parle. Est-ce que on peut mettre des limites aux conclusions qu'on va obtenir? Que le client vienne en disant « Attention, moi je ne veux pas qu'on aille jouer sur ces sujets-là, c'est trop sensible, ça amène des tensions, donc peut-être que vous allez arriver sur ces conclusions, mais moi je veux pas y toucher. » Ça arrive? C'est Jamais. tentant. C'est tentant. Intuitivement, si c'est posé comme ça sur la table, j'ai envie d'aller gratter, d'aller voir pourquoi. Encore une fois, c'est dur de répondre à ça de façon théorique. Enfin, ça dépend vraiment du cas, de la question. Mais s'il y a un tel tabou qui est posé sur la table, possiblement la problématique, il fait écho à la problématique. Et après, toute l'intelligence de projet va être de comment est-ce qu'on arrive à aborder ce point-là Sans l'aborder. Et c'est là où j'en viens aux éléments un peu infraordinaires. C'est quel est le cheval de Troie qu'on va trouver, qui est acceptable politiquement, pour aller poser les bonnes questions, pour aller gratter, pour aller ouvrir. Et puis, après, il y a une autre voie aussi, possiblement, qui est... parfois, le design critique est perçu comme plutôt sur des Black Mirror, sur des dystopies. Il y a pas que ces scénarios noirs ou scénarios gris. On peut aussi aller l'aborder de façon un peu positive. Mais quand on va aller l'interroger derrière, les questions qu'on va aller poser en animation ou à travers les objets, tout d'un coup vont aider à révéler ces éléments plus problématiques. Je sais pas si je réponds assez concrètement. Oui. Et en fait, dans le prolongement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire un design fiction sans que ce soit provoquant? Est-ce qu'on peut éviter d'appuyer là où ça fait mal, en quelque sorte? Et est-ce que c'est encore un intérêt si on évite de faire cela? Il y a peut-être, oui, Ivan? Bah oui, ça peut provoquer au sens choquer ou marquer, etc. Mais ça peut provoquer une ouverture des imaginaires. Et en quel cas, c'est pas la dimension provoque qu'on va retenir, mais ça ouvre quand même tout une nouvelle perception, une nouvelle vision qui est tout aussi intéressante. Je pense à un travail que peut-être vous avez déjà vu d'une artiste qui s'appelle Katy Patterson. Elle a demandé à des auteurs d'écrire une centaine de romans, de fiction. Elle les a enfermés dans une bibliothèque pour 100 ans et autour, il y a une forêt qui pousse. Et de ces arbres, on va faire le papier qui servira à éditer les livres. Il n'y a pas vraiment de provocation ici. Pour autant, on est totalement dans une fiction. On pourrait dire, du coup, c'est peut-être le temps, le facteur compensatoire de la provocation. Quand on n'a pas le temps, on provoque. Sinon, on fait autrement. Mais est-ce que c'est pas plutôt une œuvre artistique? Elle est présentée. En fait, c'est vrai que le design fiction, il y a un lien de parenté avec l'art. Ça provoque, cette réflexion-là. Mais disons que ça suffirait pas pour une design fiction. Il est documenté dans Designing for Different Futures, donc on peut le citer ici. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est forcément provoquant. Après, il y a plusieurs natures de provocation. Mais en tout cas, il faut que ça aille provoquer un questionnement à minima, et à partir de là, il faut que ça provoque quelque chose. Alors, oui, si ça provoque rien, il y a consensus en fait. S'il y a consensus, il n'y a pas besoin de design fiction. Ça prouvera ça, limite, on est tous d'accord, mais ça fait un peu flop. Quoi. Sinon, c'est juste une forme de mise en œuvre d'un signal faible qui est plutôt dans l'air du temps et qui va advenir quoi qu'il arrive. Oui, on a confirmé ce qu'on voulait entendre depuis le départ. C'est un peu tiède, quoi. Ça vous arrive de vous sentir en situation de devoir confirmer ce que votre interlocuteur a envie de vous faire dire?
Est-ce que vous faites mal votre travail, en d'autres mots? Non, mais est-ce que c'est mal faire son travail que de confirmer C'est vrai. Pas forcément. Ouais, c'est ça. C'est à un moment, faut aussi être humble et les gens pour qui on bosse, ils ont quand même une expertise, ils sont dans le cœur du sujet, etc. Et limite, ça peut être sain de se dire, enfin voilà, moi j'ai cette conviction-là, j'ai besoin de la malmener ou de lui offrir, enfin de voir des contrepoints pour voir si elle est pertinente. Non, elle est pertinente, ok, Oui, super, feu, enfin c'est allez-y. une information à prendre aussi. Ouais, c'est... J'aimerais bien qu'on s'intéresse au format concret qu'on va donner à ces provocations, à ces conclusions, parce que pour être partagé, pour être consommé peut-être dans le temps aussi, pour pouvoir revenir dessus, faut bien lui donner une forme. Est-ce qu'on peut en lister quelques-unes formes qui existent, soit avec des exemples, soit même rapidement? De forme de design fiction? Non, de forme de conclusion. On parlait de filmer des débats, on parlait peut-être d'affiches, de visuels, Ouais, de livrables, quoi. De livrables, par ouais. exemple, là, nous, on a travaillé sur un projet pour la ville de Paris qui s'intéresse au futur autour du sujet du déclin de la biodiversité. Donc là, typiquement, l'idée du projet, c'est d'avoir de la concertation citoyenne sur le sujet, de sensibiliser, d'avoir des idées pour des futurs souhaitables. Donc là, vu que un des objectifs de la démarche, c'est de continuer la démarche sur plusieurs mois, peut-être des années, avec des ateliers successifs et auprès de publics à chaque fois renouvelés, on a pensé une boîte au futur, donc dans laquelle il y a les scénarios, les objets, design fiction, des outils pour animer les ateliers. Et c'est un peu un kit du coup tout en un pour essaimer la démarche même quand le studio s'est retiré et qu'on a fini entre guillemets le processus de construction. Alors ça c'est plutôt pour construire le design fiction. Moi c'était plutôt dans l'aspect de la conclusion. Justement, on utilise la boîte. La boîte. Ouais. Ça veut dire qu'on utilise la boîte. Ça nous permet de nous conduire, on va dire, à faire ce travail de design fiction. Et dans cette même boîte, on va mettre les conclusions, ce sur quoi on est tombé. Non, en fait, les design fiction, elles sont dedans déjà. Elles sont déjà. D'accord. Ok. Ça a été fait. Ce qu'on poursuit, c'est les discussions et la réflexion. Le débat que ça suscite derrière. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres formes, Ivan, qui te vient à l'esprit? Ça peut être de l'édition, même s'il y a eu des objets avant, mais l'arrivée, c'est de documenter tout ça pour un peu ancrer, dans les deux sens du terme, les conclusions et les interrogations qui ont émergé. Vous allez chercher les compétences dans ces cas-là, parce que c'est quand même peut-être pas quelque chose que vous avez en interne, une personne qui va être capable d'écrire un récit de 40, 50, 60 pages. Si je prends le cas du sujet sur la Lune, par exemple, c'est un super bel objet d'édition qui a été remis aux parties prenantes. Enfin, d'ailleurs, il y a eu 2 objets d'édition, un qui était plutôt destiné vraiment aux parties prenantes au cœur du projet, puis un autre un peu plus grand public. Et en l'occurrence, on a travaillé avec des artistes qui ont chacun fait une œuvre différente suivant leur domaine de compétences artistiques. Donc l'un une nouvelle, l'autre une mini BD, l'autre une création sonore, enfin qui sont à 5 grandes questions, chacune une œuvre. Et puis aussi un travail à un moment de retranscription de ce fruit-là, qui est là plus de l'analyse. Enfin, on a des graphistes en interne qui aussi savent parfaitement mettre en page ces éditions, ces conclusions et les valoriser. Ça peut être aussi une forme d'expérience à vivre. Donc un faux pitch de start-up, une fausse entreprise ou un faux stand sur un salon d'innovation pour venir un petit peu apporter un contrepoint en termes de vision, d'innovation, etc. Ça peut être intéressant. Nous, on a fait un travail sur les imaginaires et on a proposé une entreprise fictionnelle qui s'appelait Germaginaire et qui proposait de manipuler les imaginaires dans la tête des gens pour servir des objectifs de consommation, pour convaincre, des objectifs politiques, etc. Et donc, l'idée, c'était de pitcher cette fausse entreprise aux personnes qui passaient sur le stand et de voir si à un moment, ça alertait un petit peu, ça réveillait un peu l'esprit critique, puis débattre sur cette notion d'imaginaire, voir comment c'était compris par les personnes. Bon, à la fin, on révélait que c'était une fiction. Mais le côté expérientiel, je sais qu'il y a notamment Situation Lab, qui est un studio avec Stuart Candy, un designer qui s'attache à ce côté expérientiel, donc avec des faux magasins ou des fausses manifestations ou autres, qui peut être aussi intéressant.
Ouais, ça nous donne quelques idées déjà de format. Je suppose que vous avez tout intérêt aussi à donner une certaine accessibilité, de faire en sorte qu'on puisse comprendre rapidement les conclusions et qu'on puisse les consommer rapidement sans créer un processus de réflexion pour la personne. Je pense notamment à de l'édition. C'est vrai que ça prend toujours un temps de lire. Je suppose que c'est pas des livres de 10 pages. Donc ça, je pense aussi, ça peut être une limite. Et c'est là où vous avisez en fonction des clients de comment ça va être utilisé, le format concret. Exactement. Encore une fois, tout dépend de l'objectif. Par exemple, sur d'autres cas, ça nous est arrivé soit que la restitution soit une forme d'exposition d'un travail qui a été fait avec des agents, avec des habitants, avec le public. Donc on met à disposition cette exposition et les gens réagissent par rapport à ça. Et derrière, c'est un objet de médiation dont les collectivités vont se saisir. Ça peut être des capsules vidéo qui, à un moment, vont vivre en interne pour aider à problématiser, à ouvrir des pistes. Ça peut être ça. Ça nous est aussi arrivé. Donc ça, c'était plus un projet un peu parallèle de l'agence, mais sur hypothétique politique. On a écrit une lettre de candidature sur un poste à responsabilité dans l'administration publique pour ouvrir les schémas de réflexion des gens qui allaient juger des candidatures, parce qu'on se disait potentiellement ça allait être assez univoque, ça allait être assez orienté. Tout d'un coup, si on offre une candidature très décalée, ça peut interroger et ça peut peut-être aider à conduire à des décisions autres. Bien, j'ai vu les pizzas arriver. Oh mon Dieu, c'est un signal. Non, de toute façon, on touche à la fin de cette partie. Jordan, je pense, a réuni quelques questions, peut-être. Peut-être dans la salle aussi. Plutôt dans la salle. Je vais couper 2 minutes ton micro. Comme ça, on va brancher le micro de la salle. C'est un truc qui t'a vexé ? Non, c'est parce que c'est la même piste. Et comme ça, on va pouvoir compléter, parce qu'on vous a posé beaucoup de questions, mais peut-être ça a fait naître des questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Jordan va venir à vous avec le micro, dont le câble s'est emmêlé avec brio. Est-ce que ça... Oui. Alors, on va plutôt privilégier les questions dans la salle, je pense, parce qu'il y a quelques petits soucis techniques en ligne. Donc, je vous laisse le micro. Bonjour. Merci pour cette intervention. J'ai du mal à imaginer encore la typologie des clients qui viennent vous voir et comment ils viennent vous voir. Est-ce que ils ont déjà une idée du design fiction ou est-ce que comment on les emmène vraiment dans le concret quoi comment ça peut se passer? Vas-y, par exemple, pour donner un exemple concret, donc on travaille beaucoup avec les collectivités, dans le champ public, par exemple. Et il y a un projet donc, qui consistait à la mise en place d'une rue connectée à Nantes, du coup, parce qu'on est localisé à Nantes. Et avant de mettre en place cette rue connectée, il y avait l'envie de faire de la concertation citoyenne pour imaginer comment on la met en place, quel capteur on met dedans, comment ça se présente, etc. Et puis débusquer du coup un petit peu les questionnements éthiques. Et à un moment dans cette démarche-là, on a utilisé le design fiction pour venir crash tester la charte de la rue connectée qui avait été imaginée collectivement par un panel de citoyens. Donc concrètement, c'était se demander si demain la rue connectée était mise en place avec les préconisations de cette charte, qu'est-ce qui pourrait émerger comme service, comme problématique, comme comportement, comme rituel dans la rue, etc. Et donc, l'une des design fictions, c'était une nouvelle signalétique dans la ville pour essayer de contourner les rues connectées, de manière à rester anonyme dans la rue. Donc là, en fait, et suite à ces travaux-là, il y a eu finalement des retouches, une mise à jour de la charte initialement imaginée pour avoir une version qui avait été en fait un petit peu crash-testée. On appelle ça du future proofing parfois, donc mise à l'épreuve des futurs pour être qui a été repensé par rapport à ce qui pourrait bien se passer, mal se passer. Voilà, je sais pas si par exemple. Peut-être reprendre le micro, sinon on va pas vous entendre. Non, mais j'ai pas grand-chose. Mais je trouve que c'est intéressant. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est
les chargés de projet dans les collectivités. En fait, comment ils ont l'idée, parce que je trouve ça assez moderne comme démarche, mais comment ils ont l'idée de vous consulter? C'est un budget. En termes de budget, qu'est-ce que ça représente sur un projet qui est déjà existant? Voilà, ça, j'ai du mal à... Mais souvent, leur envie, c'est d'imaginer leur futur. Donc souvent, c'est ça, je pense, le point de départ, c'est se projeter dans le futur. Et du coup, là, l'enjeu, c'est de leur faire comprendre on va pas les diriger vers des futurs, des préconisations, mais on va leur faire ouvrir un petit peu le champ des possibles pour mieux aiguiller derrière la prise de décision, pour y voir un peu plus clair, un peu comme une lampe torche ou une boussole, oreille identifiée, etc. Et du coup, ils nous contactent comme ça, quoi. Oui, c'est un budget, mais souvent, c'est du coup une brique dans une démarche globale d'anticipation. Peut-être, et Ivan, tu pourras peut-être y répondre. Asselin, t'en parlais. Peut-être aussi se projeter en nombre de jours, ce que ça représente pour vous en travail. En temps, disons, en mois ou en semaines d'investissement. Sur un projet? Je peux pas répondre à ça parce que ça dépend tellement d'un projet à l'autre. Une fourchette peut-être. On disait tout à l'heure, par exemple, ça sera jamais 2 ateliers de 2 heures. Ça on le sait, par exemple. Ouais. C'est quoi un minimum? On se doute qu'après on peut partir très très loin et très fort et énormément, mais on va dire un minimum. Ivan a raison. C'est vrai que c'est du sur-mesure à chaque fois, mais en tout cas, en ce moment, en moyenne, c'est 3 à 6 mois de projet. Pour laisser le temps, comme je disais, des différentes phases. Donc. Ok. Oui, c'est ça. Ouais. Et pas forcément en temps plein, pas du tout. Pas en temps bien plein, sûr. mais c'est du temps long. Et pour répondre aussi à la question, en fait, c'est assez particulier parce qu'on est quand même beaucoup sur des logiques d'appel d'offres publics. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, il y a possiblement trois cas de figure. C'est il est explicitement évoqué que ce soit du design fiction, mais c'est quand même, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est assez rare quand même que ce soit explicitement dans l'appel d'offres nommé design fiction, où c'est plutôt justement à aller interroger ces futurs plutôt incertains de tiens, l'avenir de, ou envisager, ou de la prospective, et auquel cas on sort de la boîte à outils, l'outil design fiction, et après à voir en fonction de la maturité du brief, où on le sent de la collectivité en face, où on connaît le niveau de maturité ou pas. Est-ce qu'on l'explicite nommément dans la réponse, ou alors est-ce qu'on parle de prospective? Enfin, il y a une façon aussi d'habiller la mariée. Et puis parfois, c'est aussi un projet dans lequel on sait que ça va être utile, et éventuellement on donne dans la méthodologie qu'on vend dans l'appel d'offres, dont on fait la promotion dans l'appel d'offres, on dit qu'il y aura une brique. Et là encore une fois, est-ce qu'on le nomme ou est-ce qu'on parle d'outils prospectifs? Une seconde question, Jordan, je voyais une main qui se levait tout au fond. On va mettre à rude épreuve notre câble qui fait au maximum tout le long de la salle. On n'a pas peur. Voilà. La personne se lève. Voilà. On est dans l'entraide, de la solidarité. On vous écoute. Juste pour répondre en fait un peu à ce qui se disait. Moi, je travaille dans une collectivité locale. La raison principale pour laquelle en fait on fait appel à vraiment ou à d'autres collectifs, c'est la posture de facilitateur, parce qu'effectivement en interne, mener des conduites de changement, engager des processus qui amènent parfois à avoir justement de la friction et à remettre en question des directions entre elles sur leur méthode de travail, etc. Alors c'est valable surtout pour les travailleurs en interne, mais d'avoir cette posture de facilitateur en interne, des fois, est un peu difficile. Donc on fait appel à un tiers pour pouvoir justement mettre le doigt sur des problématiques diverses, et aussi créer on va dire les conditions du mélange des personnes aussi, parce que humainement on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent vraiment au vase clos, surtout dans les collectivités publiques, mais pas que, aussi dans le privé, mais de sortir aussi des silos et de sortir un petit peu du cadre de travail, et d'avoir justement des lieux un peu ressources extérieures pour mener ces expérimentations et sortir du quotidien. Voilà, c'était un petit peu... Alors, je rebondis sur la question justement qui était aussi de se dire comment vous sourcez, comment vous savez que c'est une agence de design et que c'est le design fiction qui pourra vous permettre d'avancer dans cette problématique de changement, etc. Comment ça vient? Alors, la veille. J'ai la veille personnelle, la veille, le réseau aussi, le fait de s'intéresser aussi alors je sais que la problématique du design de politique publique est très prégnante en ce moment.
On parle aussi d'adapter, on va dire, les procédures aux usagers, donc d'avoir cette vision un peu user-centric, comme on dit aussi dans le web, et effectivement d'orienter les procédures pour que ce soit orienté usager. Et ça, effectivement, c'est une question qui est très d'actualité. Et donc, je me permets de rebondir, et merci, c'est super juste, et en rebond même au centré usager, il y a quelque chose auquel on croit beaucoup à l'agence, qui est aussi l'agent qui est derrière aussi, parce que l'action publique, c'est aussi cette force-là. Et il y a effectivement les deux dimensions. Il y a l'usager d'un côté, qui sont les citoyens, et puis il y a aussi la force de l'action publique, et c'est important de penser les deux. Et justement, tout l'enjeu du design fiction est d'aller questionner et d'aller voir quelles peuvent être les conséquences d'un côté pour les citoyens, mais aussi quelles peuvent être les conséquences pour les agents publics, pour la force d'action publique. Et parfois, il y a souvent dans les scénarios, nous c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, qui sont d'imaginer des nouveaux postes, des nouvelles missions d'agents publics, parce que potentiellement certains sujets amènent à penser des nouvelles tâches, des nouvelles responsabilités au sein de l'action publique. On avait une autre question. À moins que vous voulez. Alors, vous avez réagi, c'est super, mais peut-être vous aviez aussi une question. Oui, j'avais une question. Alors, vous écoutez. Justement, c'est par rapport à la posture de facilitateur. En fait, on n'en a pas beaucoup parlé. Effectivement, dans les collectivités publiques, on a souvent cette problématique d'amener à se dire, voilà, pourquoi on proposerait pas en fait de rentrer dans ces étapes justement de prospective, et comment en fait on peut justement convaincre en interne de rentrer dans ces problématiques-là et dans un, on va dire, dans un futur possible. Sortir du marasme de la plainte, qui est propre d'ailleurs à n'importe quel humain, que ce soit dans le privé ou dans le public, de sortir justement de l'univers de la plainte pour le transformer en quelque chose de plutôt positif. Voilà, c'était ma question. Je sais pas si ça va parfaitement y répondre, mais tout à l'heure je dénonçais quelque chose, mais qu'on utilise nous-mêmes, mais il faut pas que ça soit juste la fin en soi, mais je parlais de jouer avec les futurs. C'est aussi un moment de se dire qu'on va aller interroger son action quotidienne, qu'on va aller essayer de trouver des voies de résolution, mais pas dans une forme de misérabilisme en se disant tiens, c'est dur ou c'est compliqué au quotidien. Et justement, on tombe certaines barrières. Donc c'est là aussi où je parle de biais d'ancrage qui sont pas forcément juste de perception ou d'imaginaire, mais qui sont aussi des biais d'ancrage en termes de posture, et de réussir à faire tomber ça pour effectivement se mettre dans des approches plus constructives où le fait qu'on décadre profondément et qu'on s'autorise à penser les choses différemment, ça peut nous amener à ça. Oui, puis ça peut être vu comme une respiration en fait dans un quotidien qui dans la résolution de problèmes, et puis le présent, la métrique, etc. de s'accorder ponctuellement des temps de respiration, soit individuellement, soit en groupe, pour penser, s'acculturer un peu au futur et imaginer tiens, j'ai tel sujet, demain qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme porte, ça peut être aussi, sans aller sur du projet forcément long, ça peut être des petites infusions comme ça de futur. On a fait un kit qui s'appelle Oblique Futur, qui est en Creative Commons, qui est accessible en ligne, et c'est simplement des cartes, mais ça invite à avoir ces temps de respiration, à se décentrer effectivement quand on a l'occasion, ou plutôt à se forcer à le faire pour sortir un peu de l'immédiateté. Et il y a deux autres... Exactement, c'est inspiré de ça. Et il y a deux autres éléments aussi hyper importants dans ce que vous avez dit. C'est d'une part d'avoir un complice. Comme vous le dites, vous êtes ouvert à ça, sensible à ça, vous êtes en veille proactive là-dessus, et vous êtes le cheval de Troie au sein de l'organisation pour permettre ça. Et à un moment, c'est la licence d'opérer. Parce que si à un moment on n'a pas ça, c'est dur d'aller forcer la porte et il n'y a pas de demande, donc juste c'est pas possible. Et puis après, vous parliez aussi de facilitation. C'est vrai que souvent, c'est quand c'est dans c'est des démarches qui à un moment sont collectives, soit dans la conception ou même à minima dans la mise en débat. Et c'est vrai que parfois, quand on arrive dans un contexte qui est un peu tendu, il y a un truc de réussir à faire tomber les masques et à dire non, mais c'est un jeu d'animation effectivement, mais qui
qui marche pour toute logique de design à un moment où on se met en atelier ou autre, parce que même si on est sur autre que le design fiction, ça peut être un enjeu de réussir à dédramatiser ça et à embarquer les gens dans le processus. Ouais. On se fait une dernière question dans la salle. J'ai vu une autre main se lever. Oui. Si je peux abuser, en poser 2, mais la deuxième, ça passera. Allez, faisons déjà une première. Ouais. Du coup, il y a de plus en plus d'agences qui proposent justement du design fiction avec différentes façons de le faire et de façons de le dire. Comment on évite, on a essayé d'en parler au début, de pas faire du mauvais design fiction, mais comment on fait attention justement à tous ces gens qui arrivent. Et dans une newsletter que j'ai vue il y a moins d'un mois, qui disait design fiction is the new design thinking. Et donc, comment on fait pour que cet outil ne soit pas fourvoyé et mal utilisé demain, quoi? C'est piquant. Ah oui, c'est notre, je pense, notre crainte. Hein. C'était un scénario noir d'un atelier à la Gaieté Lyrique. Oui. C'était le design thinking fiction. Ouais, c'est thinking ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est notre studio qui avait imaginé ça. Ah oui, c'est d'accord. C'était en fait dans une box en fait. Hein, les scénarios sont livrés. Comme on a les flat packs futures, on a les visions prêtes à l'emploi de futurs très lisses et utopiques. On aurait des design fiction déjà packagés qui finalement n'ont plus rien de frictionnel. Non, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut éviter déjà les agences qui proposent des sprints. Comme on le disait, la notion de temps, c'est assez important dans les projets. Donc, tout ce qui est atelier de 2 heures pour imaginer le futur de votre activité, ça, il faut éviter déjà. Ensuite, il faut qu'il y ait une partie design, parce que c'est du design fiction. Donc, si c'est juste des scénarios, c'est pas du design fiction. Donc, il faut s'attacher à ce qui est une partie prototypage. Ivan, c'est aussi certainement des choses... Pas mieux. Ouais. Mais après, peut-être voir les projets qui ont été réalisés, parce que effectivement, il y a cette tendance de dire qu'on fait du design fiction, mais c'est juste des mots sur un site et il n'y a pas de projet en fait derrière. Je pense qu'il faut faire confiance aux praticiennes du design qui ont vraiment expérimenté sur le terrain. Et oui, la seconde partie de la question. Non, c'est une deuxième question. Asselin c'est pour les invités. Asselin vous a présenté comme des gens qui venaient de la com et qui cherchaient du sens à leur vie. Est-ce que vous l'avez trouvé? Je suis pas sûr qu'on ait compris la question. Si. Oui. Oui, c'est ça, oui. Le chemin était tortueux quand même, mais c'était... Ah oui, non, c'était pas simple. C'était pas aussi direct, mais... Donc il n'y a pas que les chèvres à aller élever dans les montagnes. Non, mais ce que je retiendrai comme différence, c'est effectivement l'esprit critique. Et c'est quelque chose qu'il faut cultiver, je pense, qu'on n'apprend pas forcément en école. C'est aussi un travail à faire soi-même, mais du coup, je pense que ça a du bon aujourd'hui de cultiver ça. Et le design fiction invite à le faire, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la voie de l'épanouissement nécessairement. En fait, encore une fois, c'est à quel dessin tu mets ça. Et si c'est un dessin qui, en termes de sens, te plaît, super. Mais tu peux très bien faire, j'espère qu'ils nous écoutent pas, tu peux très bien faire du design fiction pour Total. Et bon... On va peut-être conclure par cette question qui est plutôt personnelle, qui est pour vous. Est-ce que ça vous transforme pas en personne qui a envie de toujours tout revoir, tout changer, tout critiquer, parce que vous savez que vous avez les outils et que vous avez la capacité à peu près de, quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique, d'apporter un autre éclirage? Moi j'ai une déformation professionnelle, du coup, c'est que je suis entraînée à voir tout ce qui pourrait mal se passer, par exemple. Donc ça me rend pas forcément plus heureuse. Ivan aussi? Oui. De toute façon, je pense que quand tu fais une certaine forme de design ou que tu y contribues, tu as une pensée critique. Donc, mais c'est ce qui fait aussi la richesse du design. C'est pas... si tu penses le design comme Findelil dit, qui est améliorer l'habitabilité du monde, du coup, il faut poser ce regard critique. Donc oui, mais après, c'est plutôt... c'est une stimulation intellectuelle, donc c'est intéressant.
Merci Léa, merci Ivan, merci Asselin, tous les trois d'avoir été là, d'avoir passé ce temps ensemble. N'oubliez pas, pour tous ceux qui sont là ce soir, ceux qui nous écoutent, eh bien de vous abonner à notre podcast. On est présent sur toutes les plateformes d'écoute et c'est important. On continuera l'année prochaine à aller explorer d'autres pratiques du design, d'autres /design. Ici, on enchaîne avec un moment convivial où vous allez pouvoir continuer à parler avec tout ce petit monde qui était ici derrière les micros. Donc merci encore et à bientôt.